Éteindre, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Et ben bonjour à tous et à tous et merci d'être présents. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous avez été lauréat du sous-programme LUMACT. Via le mail que j'ai pu vous faire parvenir, vous avez bien compris que aujourd'hui sur LUMACT, donc vous avez été lauréat pour des prestations que vous allez réaliser. L'objectif est aussi de vous accompagner à côté de ça via de nouvelles prestations qu'on aimerait bien vous proposer. Donc le but de ce webinaire aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au premier arrivé, c'est de connaître, de savoir, petit 1, est-ce que vous êtes intéressé et si vous l'êtes, dans quelle mesure. Donc c'est pour ça que ce webinaire sera suivi ensuite d'un envoi à l'ensemble des lauréats sur ce qu'ils ont vu, sur leur intérêt vis-à-vis des prestations qu'on va proposer. Dans le but pour nous de savoir cibler, est-ce que c'est pertinent ou pas de le proposer ou pas, de vous le proposer ou pas, car s'il n'y a pas grand monde d'intéressés, finalement ça restera peut-être pas très intéressant de le faire. Voilà, donc je vais d'abord, pour démarrer, vous faire un petit débriefing sur où est-ce qu'on en est sur le sous-programme LUMACT. Donc globalement, vous savez que le sous-programme LUMACT, bon, la majorité des 10 millions d'euros qui avaient été attribués au sous-programme concerne majoritairement effectivement l'accompagnement des collectivités via les trois lots que vous connaissez déjà bien puisque vous avez répondu au sous-programme, qui sont le lot qui est sur lequel il y a plus de réponses, quasiment plus de 80% des réponses concernent les audits patrimoniaux énergétiques, les programmes de rénovation et les schémas directeurs d'aménagement lumière. L'acquisition d'un logiciel de GMAO, enfin une première acquisition, et le lot numéro 3, la maîtrise d'œuvre pour les marchés à performance énergétique, le lancement de marchés d'exploitation maintenance et les études diverses qui concourent à la rénovation du parc d'éclairage public. Voilà globalement donc, les trois lots. Sur le lot numéro 3, on a plus de 15%, donc vous voyez que effectivement c'est les audits patrimoniaux énergétiques qui prennent le plus qui forment en fait en gros le plus Oui, gros, oui, le oui, plus important. j'ai compris. Hop, Bruno, je vais te couper le son aussi. Hop, juste pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît. Hop, Madame Nivelle, c'est pareil, je vous coupe le son. Saïg aussi. Pardon, je suis désolé. Oui, bonjour, excusez-moi, hein, je Pas de me connecte. souci, pas de souci, Bruno. Je te désactive le son, par contre. Hop. Très bien. Donc, à côté de ça, je reprends. Donc, la majeure partie, c'est l'accompagnement financier des collectivités. Ensuite, c'est la rémunération des chargés de mission. À côté de ça. Et comme je vous le disais, la troisième partie va concerner du coup l'animation du réseau des lauréats, notamment le fameux Lumac Game dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou si vous n'en avez pas encore entendu parler, ça va pas tarder, vous n'avez pas tardé à recevoir des invitations. D'ici la fin de l'année, on va vous proposer, on a ciblé en fait dans chaque région une ou deux dates pour notamment faire comment je dirais, donc un Lumac Games qui est une sorte de serious game, ni plus ni moins, sur l'éclairage public et notamment sur les sensibilités des uns et des autres vis-à-vis de l'aménagement de l'éclairage de l'espace public. Vous en saurez plus, vous allez recevoir les invitations d'ici peu. Toutes les dates ont été calées et du coup, ce sont une partie des lauréats qui nous invitent dans chacune des régions de France. On va faire de la formation aussi. On n'a pas eu trop le temps encore de s'y atteler sur le second semestre, mais à côté de ça, ce qu'on souhaitait également faire, c'est identifier notamment du coup, vous faire participer à l'identification et la cartographie des nuisances lumineuses. Et donc ça, c'est pour ça on s'est du coup, on a notre partenaire qui est Dark Skylab, donc Sébastien Vauclair qui est présent aujourd'hui, qui va nous accompagner sur le sujet. Pourquoi Dark Skylab? Parce qu'il nous a déjà aussi accompagné à la FNCCR sur un autre projet qui est France Data Réseau, sur lequel je reviens pas. Il y a bon nombre d'entre vous qui le connaissent déjà. Je vais pas revenir plus dessus, c'est pas l'objet de ce webinaire. Pardon. Je reviens en arrière. Donc, quelques indicateurs en fait sur l'accompagnement aujourd'hui, sur l'accompagnement effectivement de l'UMACT. Aujourd'hui, on a 114 collectivités qui ont candidaté. Entre le début des candidatures qui était en septembre et aujourd'hui jusqu'au 31 août. Donc majoritairement des syndicats d'énergie, quelques communes seules, notamment des villes, hein, globalement des villes, je vais même dire. Et puis derrière, des communautés d'agglo, des communautés urbaines, des communautés de communes, quelques métropoles, etc., etc. Aujourd'hui, alors les chiffres sont pas concaténés, mais on a plus de 5300 communes qui seraient impactées, notamment dans le cadre du lot numéro 1, et ce qui représente 3 268 000 points lumineux concernés aussi. Donc, comme je vous le disais, 82% d'aides accordées sur le lot 1 et 15% des aides qui sont accordées sur le lot numéro 2.
Voilà. À côté de ça, les indicateurs sur l'accompagnement, bah, vous voyez en fait la carte de France à droite, et notamment la localisation des 107 lauréats. Je vous dis, il y a eu 114, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 114 candidatures. Il y en a encore 7 qui sont été déposées sur le mois d'août, qui n'ont pas encore été traitées. Donc sur les 107 lauréats actuels, donc qui s'arrêtent notamment aux candidatures qui ont été déposées sur le mois de juillet, on a 107 lauréats qui sont du coup dispatchés, je dirais, qui sont localisés sur le territoire de la manière suivante. Donc on voit qu'il y a beaucoup de territoires qu'on n'a pas encore réussi à, comment dirais-je, à aller chercher, mais bon, on a aussi quand même une bonne répartition et notamment parfois plusieurs sur un même département, plusieurs communes qui ont été, enfin pardon, pas plusieurs communes, plusieurs en tout cas collectivités qui ont été traitées. Hop, voilà globalement. Alors, aujourd'hui, pourquoi cet accompagnement pour l'identification et la cartographie des nuisances lumineuses? Aujourd'hui, vous êtes peut-être pas sans savoir que on est dans un contexte où la DGEC et la DGPR, donc DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, DGPR, Direction générale de la prévention des risques, sont en train de réaliser la révision de l'arrêté de nuisance lumineuse. D'ailleurs, la FNCCR a été sollicitée pour donner son avis durant l'été, ça a été fait très très rapidement. Et donc on a rendu notre copie la semaine dernière, fin de semaine dernière, il y a une semaine exactement. On attend une réunion qui va globaliser, une réunion globale avec l'ensemble des associations. Vous avez peut-être vu aussi que la ministre Agnès Pannier-Runacher a du coup lancé une grande consultation des Français sur lequel du coup il y a un petit questionnaire, enfin en gros un questionnaire avec sur trois feuilles sur effectivement sur la gradation, sur comment on effectue le contrôle, etc., etc. Si vous l'avez pas, si vous le souhaitez, je pourrais vous renvoyer le lien et pour que vous puissiez aller voir cette consultation. L'objectif, c'est effectivement aussi à côté de ça, comme je vous l'ai dit, nous on vous accompagne à travers les différents lots sur la rénovation de votre parc, hein. L'idée, la première idée lorsqu'on a lancé l'UMAC, c'était effectivement d'accompagner sur les études pour créer ce petit déclic pour aller vers la rénovation. On estime qu'aujourd'hui, vu l'importance que peut avoir du coup la contribution de l'éclairage public aux nuisances lumineuses, on s'est dit que ça pourrait être pertinent de faire une sorte d'avant-après, en tout cas de vous accompagner sur ces fameuses cartographies aériennes pour identifier où sont à côté du coup à côté des gisements en termes d'économie d'énergie, où sont aussi les gisements en termes de pollution lumineuse, de nuisances lumineuses sur votre territoire, sur vos territoires de manière générale. Donc, l'idée de pouvoir vous accompagner, de faire au moins un cliché à l'instant T et de regarder via aussi votre parc vers où on peut aller ensemble. Donc, je vous ai dit différents objectifs. Hop, excusez-moi, c'est Madame Deglia qui s'est... Si, je vais désactiver le son. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, donc différents objectifs. Identifier les nuisances lumineuses en cœur de nuit via l'acquisition donc de données satellites. Identifier les nuisances lumineuses en extrémité de nuit, donc via notamment vos bases de données et le travail que peut faire Dark Skylab. Là, vous allez voir, Dark Skylab va vous présenter tout ça. Et générer notamment des indicateurs numériques, graphiques et cartographiques du parc de votre collectivité. Et aussi, du coup, derrière tout ça, c'est par soustraction des uns et des autres, identifier une nuisance lumineuse issue des parcs privés. Voilà aujourd'hui ce qu'on aimerait bien vous proposer. Alors, comme je vous l'ai dit, on travaille en collaboration avec du coup Dark Skylab qui nous a déjà accompagnés sur le projet France Data Réseau. L'idée, c'est que on financerait via le sous-programme LUMAC 100% des prestations. Et donc, vous pourrez présenter du coup différentes prestations possibles. L'idée, c'est que vous nous disiez, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ou si tout vous intéresse, que tout vous intéresse. Et il faut juste comprendre, en fait, de manière générale, c'est que ce qui sera nécessaire probablement pour Dark Skylab pour effectuer ces prestations, c'est d'avoir accès à base de données d'éclairage public. Donc, je vous parle pas de les céder, c'est juste pour travailler dessus, il faudra le temps de la prestation que Dark Skylab puisse y avoir accès. Voilà, globalement aujourd'hui ce sur quoi je voulais vous faire un petit point notamment sur notre réunion d'aujourd'hui et
et sur le projet Lumac de manière générale. Je vais laisser Sébastien Vauclair prendre la suite. Je vais arrêter le partage. Hop, Sébastien, si tu peux du coup continuer, je te laisse te présenter et du coup derrière avancer sur ta présentation. Oui, donc rebonjour à tous. Est-ce que le partage fonctionne? Ouais, juste si tu peux mettre en plein écran, ça serait parfait. Alors, pourquoi ça n'y est pas? Si tu vas en bas à droite, diapo, Comme j'y crois. ça, c'est bon. Ouais, ouais, ça marche. On voit tout, mais c'est ok, ça va le faire. Ah, t'es en mode Présentation, c'est pas grave. présentateur. Ça doit se Non, passer. mais si tu vois tes slides Comme à ça, c'est droite, bon? ouais, c'est parfait. Allez. Euh, bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Pas mal de choses ont déjà été dites. Donc là, l'idée, c'est de passer un peu rapidement sur la proposition donc de prestations que la FNCCR nous a demandé pour vous les proposer via l'UMACT. Donc, tu les as déjà énumérés, donc je vais revenir assez rapidement dessus. Alors, l'idée avec Guillaume, c'était qu'on aille assez vite. On avait prévu 1 heure en tout, donc je vais essayer d'avancer assez vite pour que si vous avez quelques questions en précision après. Et puis, je précise que je reste disponible aussi, évidemment, si vous avez d'autres questions, ça va aller assez vite là. Mais donc là, une petite présentation rapide pour ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas totalement familiers avec la notion de pollution lumineuse. Donc, petite illustration un peu standard où on voit un petit peu la, la lutte entre la lumière qui nous vient de l'environnement et en particulier du ciel étoilé, la Voie lactée, etc., avec la lumière qui est générée de manière artificielle par l'humain au sol. Donc ça, c'est vraiment le départ un petit peu du sujet, hein, puisque ce sujet est arrivé par les astronomes que je représente moi-même ici d'ailleurs, puisque tu m'as demandé de me présenter, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Donc je suis Sébastien Vauclair, astrophysicien de formation, et là je suis surtout ici avec ma casquette de représentant gérant et fondateur du bureau d'études donc qui s'appelle Dark Skylab, qui a pour objectif unique de comprendre la pollution lumineuse, de créer, de mettre à disposition des outils pour permettre de mieux caractériser la pollution lumineuse pour ensuite l'intégrer dans des outils d'aide à la décision, documents d'urbanisme, etc., etc. Donc, au tout départ, on était astronome, on s'intéressait surtout à comment la lumière émise au sol, via le phénomène de diffusion sur lequel je reviendrai tout à l'heure, va impacter en fait l'observation de notre environnement et du ciel étoilé en particulier. Je dois dire que c'est maintenant plus vraiment la première des préoccupations, même si on voit que ça l'est très fortement dans beaucoup de territoires, et en particulier ceux qui ont choisi de se lancer dans des projets type réserve internationale de ciel étoilé. J'y reviendrai très rapidement aussi. J'ai vu que les Hautes-Pyrénées sont représentées, donc c'était la première. On va en fêter les 10 ans à la fin du mois au Pic du Midi, justement, avec un congrès qui regroupera toutes les réserves de ciel étoilé de France et les futures aussi. Donc je disais, ça c'est un peu l'historique, mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est pas vraiment l'accès au ciel étoilé. Finalement, c'est pas l'enjeu majeur. Et on a d'ailleurs tendance maintenant à distinguer 2 types de pollution lumineuse, celle qu'on va appeler indirecte, que je montrais un petit peu avant, j'ai oublié de préciser, mais c'est la côte littorale montpelliéraine qu'on voyait avant, donc on est aussi en Occitanie. L'idée de la pollution lumineuse indirecte, c'est donc cette diffusion de la lumière. C'est un phénomène bien connu en physique, hein, d'interaction entre les photons de lumière et les molécules de l'atmosphère qui font la formation en fait des halos lumineux. Je pense que vous avez tous bien conscience de la formation de ces halos lumineux qui peuvent être visibles à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, hein, pour les grosses villes. Donc ça va être source évidemment du voilement du ciel étoilé, c'est un peu l'origine, mais aussi de perturbations finalement pour la biodiversité, puisque, et l'être humain, je vous rappelle, fait partie de la biodiversité. En fait, on vit dans un environnement qui est constamment lumineux, en fait, alors que nos rythmes naturels sont guidés normalement par une alternance jour-nuit, pour le dire simplement. L'être humain, comme beaucoup d'espèces animales, ont besoin d'obscurité totale la nuit pour pouvoir se régénérer, etc. Mais c'est vrai qu'un peu plus récemment, il y a quelques années, on s'est rendu compte que fallait sortir un petit peu du carcan et des œillères de l'astronome pour considérer la pollution lumineuse sous tous ses aspects, c'est-à-dire que la pollution lumineuse n'est pas là que à 3 heures du matin quand il fait beau et qu'il n'y a pas de lune. Ça peut être aussi un gros enjeu en début de nuit, par exemple, à 21 heures. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est avant que les communes qui pratiquent l'extinction éteignent, en fait. Ça peut être important aussi d'étudier la pollution lumineuse
conditions de ciel couvert, puisque quand on a des nuages, ça multiplie très fortement en général l'impact de la pollution lumineuse, etc., etc. Autant dire que c'est plein de sujets qui n'étaient pas forcément dans l'esprit des astronomes à l'époque. Et de regarder aussi la pollution lumineuse directe, c'est-à-dire qu'on a cette formation de halo lumineux qui impacte à grande distance, mais on a aussi en fait des nuisances lumineuses directement créées par l'observabilité des sources lumineuses. Donc là, j'ai mis un exemple où en voiture, on peut être directement ébloui finalement par un éclairage de voirie trop puissant ou mal dirigé, mais c'est le cas aussi par exemple pour les insectes qui sont directement attirés par la visibilité d'une source lumineuse directe. Donc, c'est des choses qui sont importantes à bien comprendre, à bien distinguer et bien savoir aussi à quoi on s'attelle quand on fait un travail comme celui que je vais vous proposer là. Donc, comme j'ai dit, le ciel étoilé, c'est historiquement le premier enjeu qui nous a amené à réfléchir à cette question de la pollution lumineuse il y a bien 30 ou 40 ans déjà. Mais les crises énergétiques plus récentes ont commencé à rendre ce sujet un peu plus prégnant dans les décisions politiques et des collectivités. Hein. Je vous refais pas les chiffres de l'ADEME habituels, 41% des dépenses, etc. Vous les connaissez aussi bien que moi, j'imagine. Mais aujourd'hui, moi, j'ai tendance à insister sur le fait que le principal enjeu, par-dessus tout, c'est ce qu'on appelle la trame noire, en fait, en termes un peu général, ou dans lequel on pourrait inclure d'ailleurs les problématiques de santé humaine, mais en général, on les traite un peu différemment. La trame noire, en gros, c'est vite fait comment cette pression, en fait, exercée par la lumière sur son environnement, a des conséquences négatives, a des effets délétères sur la biodiversité en général et comment surtout par la décision et la politique publique, on peut restaurer donc des corridors écologiques pour éviter en fait d'éroder encore plus la biodiversité. En gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on considère que la pollution lumineuse a un effet néfaste, par exemple, sur les pollinisateurs, au même niveau que les néonicotinoïdes ou les pesticides dans les champs qui déciment les abeilles. Parce qu'on sait pas, ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'y a pas que les abeilles qui font la pollinisation, il y a aussi beaucoup d'insectes et de papillons nocturnes, par exemple. Donc, c'est un des enjeux. Mais en gros, on peut dire aussi pour généraliser que tout ce qui vit sur Terre est impacté par la pollution lumineuse, faune, flore, plus ou moins active, qui a des plus ou moins grands mouvements, et les êtres humains aussi, je l'ai cité tout à l'heure. Donc c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui de société, pas que économique, mais très fortement économique aussi, bien évidemment. D'où les financements d'ailleurs maintenant un peu généralisés pour ce genre de projet. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on a proposé, on va dire, trois axes hein, de prestations pour ce projet d'accompagnement LUMACT. Guillaume a pu vous les citer, donc je reviens rapidement dessus. Désolé, il y a des choses qui ont bougé dans la diapo, mais c'est pas grave. Premièrement, on va proposer de faire de la cartographie de pollution lumineuse diffuse. Donc pour revenir sur mon introduction, là on parle vraiment de la formation des halos lumineux qu'on génère par simulation numérique et qu'ensuite on reproduit sur une cartographie. Et donc, il y a plusieurs. Voilà, on va essayer de faire plusieurs cartes de pollution lumineuse pour essayer de bien retranscrire les différents aspects de la pollution lumineuse. Et en particulier, ce qu'on voulait vous proposer là, c'est de le faire en cœur et en extrémité de nuit. Donc, j'y reviens tout de suite. Bon, pas le temps de rentrer dans trop de détails des données utilisées. Guillaume l'a dit un petit peu, mais l'essentiel qu'on va utiliser, ça va être des données d'imagerie satellite dont on dispose depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, on va faire aussi du rétroactif et des données de sources lumineuses géolocalisées. En fait, tous nos travaux sont basés sur le travail SIG. Donc, on a toujours besoin d'avoir de l'information géolocalisée. Donc, l'imagerie satellite, ça, on s'en occupe. Les bases de données, bon, ben ça, ce sera via des partenariats avec vous. J'ai reconnu quand même dans la salle pas mal de collectivités avec qui on a déjà pu échanger. Vous pourrez aussi échanger entre vous. Alors, l'idée, comme l'a dit Guillaume, c'est pas de céder la base de données, c'est simplement soit de nous donner un accès, soit de nous faire un export de un certain nombre de données. On n'a pas non plus besoin de tout. Je sais pas, moi, l'impédance du câble, la dimension du culot, etc. Ça, c'est des sujets très techniques qu'on va pas intégrer là-dedans. En gros, nous, ce qu'il nous faut, mais je vous renverrai volontiers au site du projet FDR pour avoir le détail de tout ça, qui est très bien documenté. Il faut avoir le positionnement des points lumineux, la puissance lumineuse installée, le type de source, et idéalement, température de couleur et ULOR. Mais quand on l'a pas, ben, on arrive à compléter quand même. Donc l'idée globalement, c'est de mixer en fait un maximum possible ces différentes sources de données. On va aussi croiser ça avec des données plus statistiques ou des données d'occupation des sols dont on dispose par ailleurs, pour pouvoir faire un certain nombre d'analyses et le plus poussé possible. Donc les premières, c'est le plus simple en fait, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, c'est uniquement basé sur l'imagerie satellite à faible résolution. Hein, c'est une résolution qui fait un pixel fait 500 mètres.
Donc, ça marche très bien pour des collectivités type syndicat d'énergie. Là, j'ai un exemple sur le Zoom, sur le parc naturel régional du Vercors, avec un Zoom aussi sur une petite commune. Vous voyez, à l'échelle de la France, à l'échelle d'un parc, l'imagerie satellite suffit, hein, 500 mètres par pixel, ça va. Par contre, si on veut s'intéresser, j'ai entendu qu'il y avait des villes dans la salle. C'est sûr que s'il y a des villes, on va pas avoir une résolution qui nous permet de travailler à l'échelle du quartier ou du point lumineux. Donc ça, on verra, c'est pas prévu dans ce projet-là, mais il y a d'autres possibilités et d'autres collectivités qui font appel à des moyens d'acquisition plus précis, type survol aérien, par exemple. Et donc c'est là où on a besoin aussi des données fournies éventuellement par les collectivités qui disposent de ces données. Vous voyez sur l'image de droite, on a les points lumineux individuels, tous les points lumineux de cette petite commune de Grèce en Vercors, donc au sein du parc. Alors pour aller à ce niveau de détail-là, ben là on a besoin d'un partenariat. Je précise aussi, alors je pense pas que ce sera nécessaire dans le cas de l'UMACT, mais on a déjà conventionné en fait avec beaucoup de collectivités territoriales, en particulier des syndicats d'énergie. Donc si ça doit simplifier un petit peu aussi la relation, l'échange de données, on peut tout à fait proposer un conventionnement. Alors là, c'est vrai que multiplier, si ça doit être 100 acteurs, ça va forcément être un peu long et ça prend toujours un peu de temps s'il y a des temps politiques de signature, etc. Mais c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, l'avantage principal de cette donnée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est disponible, elle est gratuite, qui permet de faire des prestations quand même pas trop chères. On en dispose maintenant de manière homogène et cohérente depuis presque une dizaine d'années, puisque les premières données qu'on va vraiment pouvoir comparer avec aujourd'hui datent de 2014. Donc, d'ici que ce projet vraiment prenne son rythme de croisière, on pourra avoir une évolution sur une dizaine d'années, en fait. On l'a dans le monde entier, etc., etc. Le principal inconvénient, mais je vais y revenir après, c'est que ce sont des données qui sont obtenues uniquement en cœur de nuit, c'est-à-dire considérer en gros que c'est une fois que les communes qui pratiquent de l'extinction en cœur de nuit sont éteintes. Alors l'avantage de ces données, c'est qu'avec la simulation numérique, on peut faire un peu tout ce qu'on veut en termes de scénario. On le fait beaucoup dans les projets type réserve de ciel étoilé. Par exemple, ici, on est dans une petite commune de Bourgogne qui s'appelle Servières. À gauche, vous avez le halo lumineux de Clermont-Ferrand, là, si vous voyez ma souris. On a Roanne en haut à l'est. Donc, on peut discuter, en fait, dans le cadre d'un projet, par exemple, de restauration de corridors écologiques tram noir, ben, pourquoi pas de pratiquer. Alors là, c'est un peu binaire et brutal, hein, mais évidemment, il y a tous les états intermédiaires d'abaissement de puissance ou tout ce qu'on veut. Et là, si on décide d'éteindre la commune de Servières, tout simplement, après discussion avec les élus, et ben voilà ce que ça donne. On peut tout à fait simuler, en fait, ça grâce à l'outil numérique pour voir comment on restaure un corridor écologique nocturne immédiatement par l'extinction. Encore une fois, je précise quand même que ça, c'est uniquement des choses qui sont obtenues en cœur de nuit. Alors, ça a donné d'ailleurs naissance, vous avez peut-être vu passer ce poster de l'Observatoire national de la biodiversité, qui est un peu lié à l'Office français de la biodiversité, évidemment, le ministère, qui nous a demandé il y a quelques années maintenant de produire un indicateur national de pollution lumineuse, dont voici le résultat, basé sur des données de 2020, si j'ai bonne mémoire, ce qui a permis d'aboutir au nombre de 85% du territoire national métropolitain et corse qui est subi des pressions ou des fortes pressions liées à la pollution lumineuse. Autrement dit, on a 15% du territoire métropolitain qui est relativement préservé de la pollution lumineuse aujourd'hui. Mais je l'ai mis ici en gros et en rouge parce que c'est assez fondamental. On ne parle ici que du cœur de nuit. Et alors, le cœur de nuit, c'est très intéressant, surtout du point de vue de l'astronome, mais c'est loin d'être tout, puisqu'on considère maintenant que le principal enjeu, en fait, pour la biodiversité, c'est plutôt aux extrémités de nuit. Et vous aurez beaucoup plus de chances de croiser un chevreuil ou n'importe quelle espèce animale, et même les chauves-souris, à 21 heures plutôt qu'à 3 heures du matin. Autrement dit, pratiquer l'extinction, c'est super. Il y a 10 ans, quand j'étais uniquement avec mes œillères d'astronome, j'aurais dit mais magnifique, allez tous faire de l'extinction. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est pas mal, ça permet de faire pas mal d'économies d'énergie. Évidemment, moins il y a de lumière artificielle la nuit, mieux c'est, et la nature s'en porte mieux aussi, l'être humain, etc. Par contre, c'est malheureusement pas l'enjeu majeur. C'est-à-dire que l'enjeu majeur, on peut le dire brutalement, en fait, une fois que la lumière est éteinte en cœur de nuit, il n'y a plus d'enjeu lié à la lumière. En réalité, les vrais enjeux liés à la lumière, ils sont en extrémité de nuit quand la lumière est allumée. Et ça rejoint a priori la plupart de vos problématiques à vous-même, puisque vous êtes des gestionnaires de parcs d'éclairage. Donc l'idée aussi, c'est comment éclairer mieux quand on éclaire, puisqu'il y a vraiment, c'est avéré qu'on a quand même besoin d'éclairage à certains moments de la nuit en tout cas, mais pas toujours du même niveau. Mais bon, ça c'est vos métiers, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais l'idée, c'est qu'on est là vraiment pour valoriser la même chose,
C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à rénover, à faire de l'éclairage de qualité quand on a besoin. Si en plus on éteint un peu dans la nuit, tant mieux, mais voilà. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus lourdement parce que malheureusement, les choses sont vite surinterprétées. Il faut savoir que ces processus d'extinction aujourd'hui qui concernent à peu près un tiers des communes de France, on a fait une analyse l'année dernière, on est entre 10 et 12 000 communes qui pratiquent l'extinction par rapport à des données de 2021, je crois. Donc évidemment, avec les crises récentes, ça multiplie, hein, avec les problèmes d'accès à l'énergie, etc. Mais il faut faire attention que on peut être vite confronté en fait avec des décideurs essentiellement politiques qui crient victoire en disant voilà on a éteint 5 heures la nuit, on a fait le job par rapport à la pollution lumineuse. Donc ça malheureusement c'est pas vrai du tout puisque si on considère le principal enjeu qui est la biodiversité, ben les zones de conflit elles sont en extrémité de nuit et pas en cœur de nuit. D'où l'intérêt de ce projet LUMAC qui propose d'aller au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, que ce soit dans le projet France Data Réseau, que ce soit pour l'indicateur national de pollution lumineuse. Et ce que je vais vous proposer maintenant, donc c'est des choses qu'on maîtrise quand même déjà pas mal, puisqu'on l'a pas mal fait, on le fait au quotidien en fait, hein, au sein de Dark Skylab pour des collectivités territoriales qui nous sollicitent pour ça, hein, souvent pour des projets réserve de ciel étoilé ou trame noire. Donc l'idée en fait c'est d'aller au-delà maintenant de cette carte en cœur de nuit pour essayer de, en gros, de rallumer les points lumineux qui sont éteints au moment du passage du satellite. Voilà. Donc la deuxième partie de ma présentation va vous parler de ce sujet-là. Donc là, l'important de ça, c'est de connaître les points lumineux en détail et puis de savoir où est-ce qu'il y a les points lumineux qui sont éteints pour pouvoir virtuellement, via le logiciel Optus qu'on a développé, finalement les rallumer pour présenter une situation aussi en extrémité. Alors c'est là qu'on va faire un peu plus directement appel à vous et c'est là où on est un peu plus proche aussi de ce qu'on a pu produire dans le cadre du projet France Data Réseau de la FNCCR. Donc, je vous invite très volontiers. Je pense que Guillaume pourra vous mettre des liens où vous l'avez déjà envoyé. Vous êtes probablement déjà au courant. Il y a un lien vers un site internet où on a une notice qui décrit vraiment dans le détail les objectifs, enfin tous les aspects un peu techniques de ce projet France Data Réseau et en particulier le format standard de base de données qu'on a défini dans le cadre de ce projet qui s'appelle le standard FDR, tout simplement. Donc, c'est un formatage de base de données de points lumineux géolocalisés qu'on demande en fait de faire via les services de SIG locaux. Alors évidemment, on peut aussi vous accompagner pour le faire si vous avez des soucis là-dessus, mais a priori, c'est pas prévu dans le cadre du projet dont on parle là. Donc l'idée, c'est de nous fournir une base de données dans un format standard, déjà pour homogénéiser déjà un peu toutes les bases de données. Et on sait qu'elles sont très hétérogènes, parfois même au sein même d'une même collectivité. Hein. On se retrouve parfois avec un fichier shapefile ou un fichier Excel par rue dans une grande ville, ou même par armoire électrique, ou qui ne sont parfois pas homogènes les unes avec les autres, etc. Donc il y a déjà un très gros travail d'homogénéisation, encore une fois qu'on saurait faire, mais qui n'est pas prévu dans ce cadre-là, qui est plutôt prévu en amont. Donc tout ça est bien décrit dans la page, le journal de bord du projet FDR, vers lequel je vous renvoie volontiers. Et donc c'est une fois qu'on a cette base de données, on peut produire un certain nombre d'indicateurs standards. Alors je ne vais pas tous les décrire non plus, vous les retrouverez aussi sur ce site, mais on a des indicateurs dits numériques, nombre de points lumineux par habitant, puissance consommée. Alors éventuellement, alors j'ai donné quelques exemples tout à l'heure des attributs de chaque point. J'ai oublié de parler des profils nocturnes. Ça peut être très intéressant. Dans le cadre du projet FDR, on est allé un peu plus loin aussi pour produire des indicateurs liés en fait à la chronologie, à la temporalité d'usage de la lumière. Donc, il y a les temps d'éclairage annuels et puis des équivalents en termes de consommation, mais en prenant en compte les extinctions, mais aussi les gradations. Donc, si on a aussi les renseignements sur les profils nocturnes et les plages d'extinction, c'est encore mieux, on va plus loin. Donc, on a des indicateurs dits numériques de ce type-là, on a des indicateurs dits statistiques ou graphiques, des choses assez standards, comme j'ai montré ici avec des camemberts, par exemple, hein, qui montrent la répartition par type de source, par puissance, par ULOR, température de couleur, etc., à l'échelle du territoire et à l'échelle de chaque commune individuelle. Et enfin, on a des indicateurs cartographiques. Donc, on a ici à gauche, par exemple, hein, la répartition des points lumineux par type de source, mais on a aussi des indicateurs qui montrent en fait le taux de rénovation en montrant
le niveau le pourcentage de LED par rapport aux autres types de sources, les pourcentages de ballons fluo, des choses comme ça, pour avoir une vision graphique simplifiée de l'état en fait du patrimoine. Alors c'est produit sous forme, alors j'ai pas prévu de vous les montrer là, mais on le montrera si on a le temps, si vous le souhaitez et si Guillaume le souhaite. On a des livrables sous forme par exemple de cartes interactives qui sont fournies au format HTML dans lequel on peut se balader, zoomer sur chacune des communes, etc. Et dans ces livrables, on a aussi des cartes dites de contribution des points lumineux à la pollution lumineuse. Donc on commence aussi à faire ce genre de calcul de diffusion de la lumière uniquement sur la base des points lumineux référencés dans la base. C'est-à-dire que c'est pas une carte de pollution lumineuse au sens où on s'intéresse à toute la lumière, mais on s'intéresse uniquement aux points lumineux que vous auriez dans vos bases en gestion. Ce qui fait que dans le projet FDR, on peut avoir des cartes à trous, puisque dans pas mal de territoires, souvent, par exemple, la plus grande ville du département n'est pas forcément gérée par le syndicat départemental. Donc, on peut avoir un traitement avec tous les points lumineux du syndicat. Je pense à la Haute-Garonne en particulier. On a 255 000 points lumineux de toutes les communes de Haute-Garonne, sauf Toulouse, intramuros. Et donc, évidemment, on a un gros trou au milieu, mais l'objectif n'est pas, dans ce cas de FDR, de faire une carte de pollution lumineuse. C'est par contre l'objectif de ce projet LUMACT. Donc, c'est là où on va un petit peu plus loin. Donc, la première des prestations, c'est l'analyse de vos bases de données à travers notre prisme à nous, et puis la production d'indicateurs standards type FDR. Ensuite, on travaille donc sur les données satellites que je vous ai présentées tout à l'heure, avec des cartes de pollution lumineuse donc en cœur de nuit, c'est-à-dire comparable avec celle de l'indicateur national de pollution lumineuse. Mais là aussi, on va un petit peu plus loin puisqu'on vous propose dans les prestations dans le cadre de l'UMACT, de faire en fait des cartes rétroactives, évolutives et dynamiques, comme vous pouvez voir sur cette première exemple. C'est le premier qu'on a fait sur la région Occitanie. Donc, si vous regardez bien, donc je suis désolé, je suis pas revenu en détail sur l'échelle de valeur de pollution lumineuse. Je pense pas que je vais rentrer dans les détails. Je répondrai volontiers si vous avez des questions. En gros, quand on est tout rouge, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de pollution lumineuse, on voit pas d'étoiles. Et plus on va vers le bleu-gris, moins on a de pollution lumineuse et puis on est dans un ciel de référence. Donc, on reconnaît bien en Occitanie évidemment les grands axes, la ville de Toulouse, le long des autoroutes et le littoral, par exemple, qui est quand même pas mal impacté puisqu'il est très urbanisé avec pas mal de zones touristiques, etc. Et par contre, ce qu'on voit, donc vous voyez l'évolution, là on va sur ce premier cas de 2014 à 2020. Donc vous voyez, c'est 2016, 2017, 2018, 2019. J'espère que c'est bien fluide aussi avec le partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'on distingue sur cette évolution? Évidemment, on peut voir qu'il y a des zones, en particulier ici au nord-est, au nord-nord et au sud, qui a dans une moindre mesure un petit peu à l'ouest, des zones en fait où la zone bleue s'étend en fait comme une tache d'huile finalement. Alors ça veut dire qu'on gagne énormément sur la qualité du ciel nocturne sur ces trois zones en particulier, euh, sur la période. Donc on a, en gros, sur la période, on a multiplié par 3 la surface relativement préservée de la pollution lumineuse au sens de l'indicateur national de pollution lumineuse. Alors encore une fois, il faut faire attention qu'il ne s'agit là que en fait, de l'analyse des extinctions, puisque on est encore une fois en cœur de nuit, c'est-à-dire on n'est pas en train de prouver qu'on a fait des super boulots de rénovation d'éclairage, qu'on a beaucoup réduit la pollution lumineuse, etc. On est surtout en train de montrer que sur ce territoire, on a énormément pratiqué l'extinction des communes en cœur de nuit. Alors, c'est pas un hasard si on a fait l'Occitanie, c'est qu'au sud, on a la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, avec le SDE, j'ai vu Bruno Rouge dans la salle, avec qui on a commencé finalement Dark Skylab il y a une dizaine d'années, donc c'est un des précurseurs. Ensuite, ça a été suivi de très près par le parc national des Cévennes, que vous voyez donc au nord-est, dans toute cette zone-là. C'est pour ça qu'on a aussi fortement accéléré finalement cette démarche vers la sobriété et l'extinction en particulier. Et puis le Quercy au nord, qui historiquement aussi est un territoire très engagé sur le sujet. Alors il faut faire un petit peu attention parce que, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'on a gagné sur la pollution lumineuse, on est surtout en train de dire qu'on a beaucoup été en cœur de nuit. Donc globalement, la pollution lumineuse a augmenté sur ces territoires aussi, puisque en extrémité de nuit, on a toujours le même nombre de points lumineux, voire plus. D'où l'intérêt maintenant de s'attacher un petit peu à ça un peu plus directement.
Alors, comment on fait? Eh bien, sur le principe, c'est relativement simple. On s'intéresse à un territoire. Alors, je suis désolé, je vois que chez moi, les diapos sont un peu coupés, mais je pense que ça change pas, ça gêne pas trop la lecture, hein. Mais il y a un petit problème d'affichage, mais c'est pas très grave, sinon Guillaume m'aurait alerté, j'imagine. Ici, je vous montre un exemple. C'est un cas d'école. C'est le parc naturel régional du Morvan, où vous avez donc sur la droite, en haut à droite, une image relativement brute des données obtenues par satellite, de ce qu'on appelle la radiance satellite. Donc sur un fond de carte gris, en gros, on a intégré finalement tous les pixels sur lesquels le satellite a vu de la lumière. C'est ce qui est un peu rosé, un peu rouge là, c'est les endroits où le satellite voit de la lumière. Donc globalement, vous voyez que la quasi-totalité du parc du Morvan, et en particulier dans la Nièvre, est totalement gris, et en Saône-et-Loire aussi, c'est-à-dire que le satellite ne voit à peu près rien. À côté, on a fait une étude la plus détaillée possible de la répartition finalement des habitations. Alors là, sur cette image-là, vous voyez surtout les communes en fait, mais maintenant on fait beaucoup plus fin. On s'est rendu compte qu'en particulier dans ces territoires très ruraux, l'échelle de la commune finalement n'est plus assez pertinente et n'est plus assez fine. En plus, on a beaucoup de regroupements de communes, hein, donc ça embrouille pas mal les choses puisqu'on ne sait plus trop relier vraiment une commune administrative avec des vrais lieux de vie d'habitation. Et on sait que pardon, partout où il y a des habitants, d'habitations, en gros, il y a de la lumière. C'est pas forcément lié au contour administratif d'une commune. Et donc, maintenant, on regarde à l'échelle de ce qu'on appelle les clusters d'habitation, hein, c'est-à-dire qu'on regarde partout. Il y a en gros des hameaux, si vous voulez, puisqu'on a des communes qui peuvent être réparties en beaucoup de hameaux. Donc, l'analyse que je vous propose là, on l'a fait dorénavant à l'échelle de petits hameaux. Donc, on sait, je reprends le fil de mon truc, par exemple, en plein milieu ici, on a une commune relativement importante avec 600 et quelques habitants, j'ai du mal à lire. Donc, on sait que en moyenne, il doit y avoir un certain nombre de points lumineux qui fait que ça doit être visible depuis l'espace. Or, depuis l'espace, on n'a rien vu. La conclusion, c'est que c'est éteint. C'est relativement simple, assez évident. Alors après, il y a des cas un peu entre deux, puisqu'il y a des communes qui pratiquent de l'abaissement ou des extinctions partielles, etc. Donc c'est toujours un peu plus fin au niveau de l'analyse et des fois, il faut regarder au cas par cas. Mais globalement, on voit que sur le Morvan, ça fonctionne très bien. On a beaucoup de communes qui sont totalement éteintes. Et je relève juste un point, si vous arrivez à suivre ma souris, vous voyez ici, on a au milieu en fait du parc du Morvan une zone avec de la radiance, c'est-à-dire que le satellite a vu de la lumière et ça ne correspond à rien a priori puisqu'on est au milieu de plusieurs communes où il n'y a pas d'habitation du tout. Donc ça, c'est un autre point sur lequel j'arriverai à la fin de l'exposé, mais vous avez deviné, ça concerne l'éclairage éventuellement privé ou en tout cas qui n'est pas intégré dans les bases de données du concessionnaire du parc d'éclairage public. Dans ce cas-là, c'était un barrage EDF, en fait, qui est éteint depuis. Et du coup, je pense que vous aurez réussi à recoller les morceaux vous-même, c'est-à-dire on sait qu'à tel endroit, on a une commune qui pratique l'extinction. Par ailleurs, en amont, on avait fait tout un travail de collecte des données d'éclairage public pour créer les indicateurs, etc. Donc, on est capable, en fait, de réinjecter dans la carte de pollution lumineuse cœur de nuit les points lumineux qu'on aura précédemment analysés. Donc là, vous avez sur la gauche la carte de pollution lumineuse uniquement avec les données satellites en cœur de nuit du parc naturel régional du Morvan. Vous voyez effectivement qu'il y a à peu près rien et tout est noir. Alors c'est un peu le négatif, hein. Quand c'est blanc sur ma carte, c'est qu'il fait très noir et qu'il n'y a pas du tout de pollution lumineuse. Mais ça, c'est uniquement au cœur de la nuit, donc quand toutes les communes ont pratiqué l'extinction. Donc ensuite, on réintègre là-dedans chacun des points lumineux individuellement que l'on connaît, dont on connaît la puissance lumineuse, etc., etc. Et on se rend compte que le Morvan à 21h n'a pas du tout le même visage que le Morvan à 3h du matin. Donc le Morvan est un chouette lieu pour aller poser un télescope et regarder les étoiles la nuit quand il fait beau. Par contre, en termes de biodiversité, il faut quand même prendre en compte qu'il y a beaucoup de petits éléments fragmentants qui créent de la pression sur l'environnement, puisqu'il y a tous ces petits hameaux, et vous voyez que c'est extrêmement d'ailleurs fragmenté au niveau de l'habitation aussi, hein. On est en zone extrêmement rurale, mais tous ces petits hameaux génèrent des petits halos de pollution lumineuse qu'il faut considérer quand on s'intéresse vraiment à l'enjeu de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Alors, en résumé, j'en ai terminé, je vous rassure. On a différentes données. Donc, on a un modèle de calcul qui est un logiciel qu'on a développé qui s'appelle Otus. On peut le nourrir avec n'importe quelle information sur l'éclairage.
Donc, soit des images satellites à faible résolution, telles qu'on considère aujourd'hui les données VIRS, mais on pourrait faire la même chose avec des images aériennes à haute résolution, comme on fait sur certains territoires un peu plus urbanisés. J'ai vu, je crois aussi Saïg dans la salle, donc c'est quelque chose qu'on va faire prochainement, par exemple pour la métropole de Brest, puisque là-bas, ben, évidemment, 500 mètres par pixel, ça ne permettrait pas de conclure grand-chose. Ensuite, on peut faire la même chose uniquement sur la base de données des points lumineux géolocalisés que vous nous fourniriez, auquel cas, on est dans le cadre d'une simulation de la contribution des points lumineux à la pollution lumineuse, ce qui fait l'objet du projet France Data Réseau, par exemple. Et ensuite, l'idée aujourd'hui de l'UMAC, c'est de faire un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a une vision globale avec le satellite, mais on passe à côté de quelques points lumineux publics qui pratiquent l'extinction qu'on va réinjecter pour avoir cette carte en extrémité de nuit. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer, sauf que avant de terminer, puis j'aurai un petit peu de discussion après, puisqu'évidemment, j'espère que vous aurez des questions critiques aussi là-dessus, évidemment. Mais là, je vous le présente, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. On a toutes les données qui vont bien. Il n'y a pas trop d'éclairage privé, par exemple. Mais bon, évidemment, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a toujours des biais quand on fait ce genre de choses. Donc, on essaie de l'intégrer au mieux. Typiquement, dans l'exemple du Morvan, dans les toutes petites communes rurales du milieu du Morvan, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de contributeurs privés, hein. C'est pas trop un sujet, alors qu'il y a d'autres endroits où ça peut le devenir un peu plus. Alors justement, pour terminer, quand je vous ai montré un petit peu la détection, comparaison en fait des zones d'habitation avec les images satellites, je vous ai dit, tiens, là, il y a un petit pâté, on sait que ça correspond à un barrage EDF. Ben, en gros, on peut faire les choses dans les deux sens. C'est-à-dire, soit on a de la lumière où il n'y a pas d'habitation, donc potentiellement, c'est qu'on a détecté un contributeur privé qui n'est pas lié à l'éclairage public des habitations en tout cas, ou le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, on sait qu'il y a des habitations, donc là, on sait qu'il y a une extinction. Alors, le cas le plus flagrant qu'on a pu déterminer comme ça par analyse automatique, c'est cette espèce de source de halo lumineux que vous voyez sur la carte ici de l'Armorique, de la Bretagne. Et au nord de la Bretagne, ici, vous avez un énorme halo lumineux qui, au passage, génère de la pollution lumineuse dans l'océan, dans la mer, ici, jusqu'à 100 ou 200 kilomètres à la ronde. La couleur verte correspond grosso modo à un ciel rural, quoi, hein. Ça veut dire qu'à 200 kilomètres au large de cette commune bretonne, on a une pollution lumineuse alors qu'on est en plein milieu de la mer. Il s'agit en fait d'une exploitation de serres à tomates bio. Il y en a 4 sur cette image, hein. Il y a ces deux-là et puis il y a 2 plus proches de Brest ici, où on se rend compte que là, on a un contributeur privé majeur, puisque une seule exploitation de tomates bio génère un halo lumineux qui est plus important que Brest et toute son agglomération de 400 000 habitants. Ça, c'est des détections qu'on peut faire à très grande échelle, à l'échelle rurale, on va dire, et ensuite à une échelle un peu plus urbaine. Alors, c'est évidemment plus compliqué parce que là, on a des zones d'émissions privées qui se retrouvent en général beaucoup plus proches des zones urbaines. Et ces zones urbaines elles-mêmes génèrent beaucoup plus de pollution lumineuse. Donc, en toute honnêteté, pour faire ce travail-là très finement, ben, après, il faut faire appel à de l'imagerie à plus haute résolution. Mais déjà, on arrive, dans la plupart des cas, à extraire, même en zone urbaine, ici on est sur la métropole de Saint-Étienne, par exemple, un certain nombre de contributeurs privés importants. Il y a souvent des usines. Voilà, ici, on a une usine Badois, on a un hôpital, on a des centres commerciaux, etc. Donc, dans la mesure du possible, hein, avec les limites des données que l'on a évidemment, on arrive aussi à pouvoir produire une détection des principaux contributeurs privés sur un territoire. Plus facilement, évidemment, sur un territoire rural où les contributeurs privés sont bien isolés, hein, comme la serre à tomates ou comme des entrepôts Amazon ou j'en sais rien. Après, quand on est dans des zones urbaines où tout est enchevêtré et mélangé, c'est évidemment plus compliqué. Et là, ça vaut le coup de faire appel à l'imagerie à plus haute résolution. Voilà ce que je voulais vous présenter. Il reste un petit peu de temps pour, merci pour votre écoute et il reste un peu de temps pour échanger pour des questions. Voilà, par rapport à ce que je vous ai présenté là. Merci à vous. Merci Sébastien. Je garde le Euh, partage comme ça, si on doit revenir sur des diapos, j'aurai Bah, pas de je veux bien problème. que tu enlèves 2 minutes. Je vais faire un petit partage Ah, vite fait sur tu France Data, reprends toi. juste sur France Vas-y. Data Réseau. Là, je vais faire un petit partage rapidement. Oui. Hop, faut juste que je le retrouve là. Ok, partager. Logiquement, vous voyez mon écran. Ah, très bien, oui. Donc, si je reprends globalement France Data Réseau, bon, c'était
pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'on a travaillé dessus avec Sébastien déjà et quelques adhérents de la Fédé, et on va pas tarder à déployer ça. L'idée sur France Data Réseau, vous voyez, bon là c'est typiquement l'exemple du cas de la Vendée, du syndicat de la Vendée, qui a donné du coup qui avait une base de données bien complète, notamment sur le nombre de points lumineux, le nombre d'heures de fonctionnement, l'énergie moyenne consommée annuellement par point lumineux, donc quelques indicateurs qu'on avait décidé de mettre en œuvre. Derrière, la répartition des types de sources, la répartition des puissances également, les températures de couleur et les ULR, pareil, leur base de données avait été remplie en substance sur le sujet. Et puis derrière, donc, les indicateurs cartographiques, notamment les ratios SHP, LED, autres sur toutes les communes, sachant qu'effectivement, là, on voit le nombre de... Les cercles sont plus gros quand il y a des gros... Par exemple, Sam-Dolone, il y a plus de 12 000 points lumineux. Le cercle est forcément plus gros que à côté, je prends la commune de la Tranche-sur-Mer, où il y en a que 2300. Donc voilà, plus les ratios, en fait, des pourcentages de LED, de SHP et d'autres. Globalement, derrière la Du coup, proportion tu aussi peux de lampes montrer à... comment on se balade dans la carte, peut-être, en zoomant Ouais, je peux aussi. faire un petit zoom, effectivement, pardon. On peut montrer comme Effectivement, ça, derrière, comme on je peut l'ai faire dit, un hein. petit zoom pour voir directement sur la commune en question. Hop, voilà, là, on a la Roche-sur-Yon. Si on se balade un petit peu à côté, on a du coup donc on voit bien les couleurs qui changent avec aussi les indicateurs qui sont mis à côté. Voilà, on a exactement la même chose pour les indicateurs de la proportion de lampes à vapeur de mercure, les températures de couleur. Je m'attarde pas trop dessus non plus. Et derrière, donc la contribution aux nuisances lumineuses à partir des bases de données qui nous ont été données. Voilà, ça c'est le travail que fait le logiciel Lotus et qui est notamment fourni par Dark Skylab. Globalement, alors ça, on l'a à l'échelle du territoire de la Vendée, voilà, ni plus ni moins. Alors, il y a juste les deux précisions que j'ai dit. Premièrement, vous voyez qu'il y a des trous, hein, comme j'ai déjà dit. Donc là, c'est des trous. Il y a des communes qui ne sont pas affiliées au syndicat, donc on n'a pas les données. Et il y a aussi des effets de bord. C'est-à-dire, vous voyez, les zones, par exemple, qui sont bleues à la frontière, c'est pas que c'est des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, c'est que on n'a pas pris en compte la pollution lumineuse des communes qui sont de l'autre côté de la frontière, hein. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas réellement de carte de pollution lumineuse, dans ce cas-là de France Data Réseau. On parle de carte de contribution des points lumineux de la base à la pollution lumineuse. Voilà, bon, je vais arrêter le J'en partage. profite peut-être pour répondre à une question aussi à laquelle tu as déjà un peu répondu dans Sur les livrables, ouais, tout à fait, je dans pense. la discussion sur les livrables. Donc les livrables seront effectivement sous forme de cartes de ce type-là, enfin sous forme de rapports et de cartes dans différents formats. Éventuellement aussi, ça peut être livré, on n'a pas vraiment Ouais. parlé, je sais plus, mais sous forme de documents SIG, hein, raster, géotif ou etc. Euh, pour aller un peu plus loin, alors l'outil en question, Otus, nécessite quand même une certaine expertise, on va dire, de manipulation. Euh, alors pour information, on évolue aussi en permanence, donc prochainement, d'ici quelques mois, mais vous pourrez avoir un accès aussi, alors qui ne remet pas du tout en cause l'accompagnement du Mac, justement, parce qu'on va beaucoup plus loin là, mais qui donnera accès à terme à ce genre d'outils aussi de manière un peu interactive, quoi. Vous pourrez vous-même manipuler un petit peu, mais dans certains cas, on va dire les plus standards. Là, le gros plus de l'UMAC, c'est qu'on fait justement le mix entre les images satellites et les contributions des points lumineux pour arriver à ce qui est un peu notre Graal à nous, c'est-à-dire la vraie carte des nuisances lumineuses qui est l'extrémité de nuit. Et pour ça, il y a quand même pas mal de travail encore d'expertise manuelle à faire qui peut pas être totalement automatisé. Voilà, ok. Je vais arrêter le partage. Donc, je vais aussi vous laisser poser vos questions. Enfin, je vous invite à lever la main pour prendre la parole, ou bien les poser directement comme vous le souhaitez dans la conversation. J'ai une première question donc sur les personnes qui n'étaient pas là au début, sur le prise en charge. Logiquement, aujourd'hui, le but c'est que la prise en charge soit totale du coup par le sous-programme LUMACT. Comme je vous l'ai dit, nous, le but, c'est de vous accompagner sur le sujet. Donc, c'est pour ça on fait cette session d'information pour analyser si ça vous intéresse. Donc, je refais effectivement, comme je l'ai dit au début, le focus, c'est vraiment prise en cœur de nuit, donc analyse du coup des contributions lumineuses en cœur de nuit via les données satellites. Numéro 2, via les bases de données, faire du coup ce travail aussi en extrémité de nuit pour la contribution lumineuse en extrémité de nuit. Analyse des extinctions nocturnes, c'est Sébastien, et derrière du coup aussi analyse potentiellement des contributeurs privés.
dans la mesure de la capacité avec les données qu'on a, comme j'ai dit, hein. C'est-à-dire que là, parce que souvent c'est pareil, on peut avoir des attentes un peu plus fortes, mais on va pas détecter la moindre enseigne de magasin en centre-ville, évidemment, hein. Mais ça permet de dire, voilà, sur un territoire global, alors, c'est surtout bien adapté, je dirais, aux zones rurales pour l'instant, ou aux zones où il y a un peu de ruralité. C'est-à-dire qu'on voit sur des grandes métropoles, s'il y a un peu de zones rurales autour, on détecte les gros contributeurs privés, quoi. Juste préciser un petit point que tu as oublié, je crois, c'est que dans la première proposition de carte de pollution lumineuse en cœur de nuit, est inclus, si je ne m'abuse, l'évolution depuis 2014. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas une carte de pollution lumineuse cœur de nuit, on en ferait, alors pas tout à fait une dizaine, puisque pour l'instant on s'arrête aux données 2022, mais ça veut dire 8, et qu'on livrerait sous forme d'une animation, comme j'ai montré sur l'Occitanie, ce qui permet de voir l'évolution des pratiques d'extinction en cœur de nuit, essentiellement. Ok, super. Bah, ok, très bien. J'avais un peu Voilà. oublié ça. Enfin, je crois. Normalement, c'était prévu, il me semble. Ok. On Donc rebouclera, par mais contre, ça. oui, effectivement, j'ai repris. Effectivement, nous, on vous accompagnera. Alors là-dessus, Darkseid vous accompagnera par contre, sur la valorisation des bases de données. Là-dessus, c'est ce on avait conclu, Sébastien, contrairement à ce qu'on a fait sur France Data Réseau. On vous demandera du coup, ce sera Darkseid qui pourra traiter les données, sauf si vous voulez le faire absolument. Alors j'ai une question. Après, je donne Tu veux la dire. parole, Bruno. Oui, vas-y. Avez-vous des analyses sur les températures de couleur en LED s'il y a une incidence sur la biodiversité? Bah, Ah, aujourd'hui, alors, là-dessus, je vais te laisser répondre peut-être, oui, enfin, Sébastien. beaucoup d'analyses sont en cours. C'est un sujet très compliqué parce que vraiment, les impacts et les incidences sur la biodiversité, en gros, ça demande des vrais projets expérimentaux qui peuvent prendre longtemps. Donc c'est en cours. Une chose est sûre, ou en tout cas avérée et validée par l'unanimité, c'est que plus la température de couleur est élevée, plus c'est gênant, plus il y a d'effets délétères. C'est la fameuse question de l'éclairage bleu, de la lumière bleue, etc. D'où la limitation de l'arrêté d'ailleurs à 3000 Kelvin en France, qui devrait être révisée pour diminuer encore un petit peu globalement. Donc il n'y a pas énormément d'études, mais il est avéré que plus la température de couleur est basse, mieux c'est, grosso modo. Et donc après, il faut trouver le bon compromis avec efficacité, etc. Mais ça, c'est des sujets que vous connaissez bien. Bon, aujourd'hui, on commence à avoir des solutions qui sont quand même intéressantes, entre 2 et 3000, on va dire, pour rester un peu large. Mais voilà, dans les 2002, 2004, maximum 2007, on arrive à trouver des choses qui sont quand même intéressantes. Donc oui, il y a une incidence des LED sur la biodiversité. Et de manière assez simple pour l'instant, c'est plus la température est haute, plus c'est gênant. Merci. Bruno, Et je te laisse prendre Bruno, la ouais. parole. Oui, merci. Oh, trois petites questions. Une question pratique. Ben, c'est vrai qu'on est nombreux sur ce programme-là. Ben, finalement, comment on s'engage sur la démarche? Est-ce qu'il y a un planning qui va être établi? Deuxième petite question, je vais dire les trois. La prise en compte de la réduction de puissance au-delà de l'extinction, c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus avec des réductions importantes, hein, de 80% de l'éclairage. Donc, comment ça peut se traduire sur les cartes. Et puis, effectivement, j'ai compris que les images satellites, c'était surtout des images cœur de nuit. Et je voulais savoir tout simplement s'il était possible d'avoir aussi des images satellites en début de nuit. Je ne sais pas si ça Alors, existe. merci Bruno Trois pour questions. ces questions. Alors attends, j'en ai oublié une, mais la première, c'était quoi? Mais Excuse-moi. c'est le démarrage, comment on rentre dans la démarche? Ah Est-ce oui, que oui, ça c'était c'est plus plutôt du planning? logistique et technique. Alors, ça, moi, Sur je la me suis logistique, je vais engagé. juste répondre rapidement. Sur la Ouais, logistique, vas-y. je vais refaire passer en fait, je vais vous faire passer un document Forms comme vous avez fait pour vous inscrire et sur lequel je vais vous poser des questions sur ce sur quoi vous êtes intéressé. Et si vous êtes intéressé, derrière, on va avancer. Ça mènera à la question de Madame M. Cyr derrière. Je te laisse répondre aux deux autres. Oui, alors nous, pour répondre sur ma partie logistique, on s'était engagé via la FNCCR à pouvoir traiter un certain nombre de projets par an, on va dire. Donc voilà, ça va être réparti, mais c'est pas, ça devrait pouvoir se faire. J'en profite puisqu'on est dans la logistique. Il y a une autre question sur le coût de la convention. Alors non, il n'y a pas, enfin en ce qui me concerne, hein, FNCCR, tu répondras à Guillaume. En ce qui me concerne, dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de nécessité d'une convention spécifique. C'est juste que dans certains cas, bon, comme les données, on sait ce que c'est, hein, c'est un peu le nerf le nerf de la guerre au XXIe siècle. Des fois, les gens sont un peu inquiets de laisser échapper des données comme ça. Donc, si ça peut rassurer, nous, alors c'était pas trop prévu dans ce cas-là, parce que s'il faut signer sans convention, je vous laisse imaginer quand même, voilà. Mais on peut, si ça rassure, en fait, signer une convention qui, en gros, précise l'usage
l'usage qu'on fait des données, quoi. De dire que nous, on n'échange pas les données brutes, que comme voilà, comme ça cadre un peu l'usage des données s'il faut par convention. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où ce genre de données, qui sont quand même des données publiques à la base, ont vocation à être plus ou moins exploitées, valorisées ou publiées. Alors peut-être pas dans les moindres détails, mais je pense que c'est de moins en moins un sujet en fait, quoi, hein. Donc bon, surtout maintenant, on commence quand même à travailler avec beaucoup de collectivités en France. On a accompagné la FNCCR sur ce projet-là. Bon, tout le monde a pu maintenant voir qu'on n'allait pas vendre des données très chères à Google ou j'en sais rien, ce qu'ils pourraient faire avec d'ailleurs. Donc voilà, premier point. Deuxième point, à moins que Guillaume, tu veuilles compléter un truc là-dessus. Non, je redire un mot à la fin, vas-y, Ok, sur la le gradation. conventionnement. Ensuite, Bruno, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec les Hautes-Pyrénées, ça fait un moment qu'on travaille, donc on est un peu en avance de phase. Effectivement, il y a un gros sujet sur les profils nocturnes et les pages d'extinction éventuellement. Donc pour l'instant, on a des analyses qui sont un peu binaires, hein, cœur de nuit, extrémité de nuit, extinction ou pas extinction. Alors de facto, les images satellites voient ce qu'elles voient, hein, c'est-à-dire si la puissance lumineuse est diminuée, on le voit. Mais on va travailler, alors pour la première fois, on va le faire justement là, dans les prochains jours ou mois, et justement avec vous, mais dans le cadre d'un autre projet, le cadre du projet pour le Parc national des Pyrénées. On va pour la première fois pouvoir faire une analyse aussi de l'impact des baisses de puissance. Puisque grâce au travail qu'on a commencé à mener ensemble il y a une dizaine d'années, on a plusieurs exports de votre base de données qu'on a archivés avec le temps. Donc là, on va vraiment pouvoir travailler sur les bases de données des points lumineux avec les rénovations que vous avez faites depuis une dizaine d'années. Il faudra vraiment vérifier que les profils nocturnes, que tout est bien renseigné. Et à ce moment-là, au lieu de faire vraiment du binaire, cœur de nuit, extrémité de nuit, on pourra peut-être faire plusieurs plages et mieux caractériser, c'est un des objectifs de ce projet, mieux caractériser l'effet de l'abaissement de puissance au-delà des extinctions. Donc ça, c'est vraiment important, mais c'est en mode R&D actuel, on va dire. Donc pour l'instant, ce sera de facto intégré dans cette étude-là, puisque c'est dans les données satellites, mais ce ne sera pas quantifié de manière très fine, puisqu'on va essayer de le faire pour la première fois avec la base de données des Hautes-Pyrénées. Et la troisième question était... Sur les images satellites de début de nuit, alors Ah est-ce oui, qu'elles existent? Est-ce alors, qu'elles sont écoute, utilisables? tu me connais un peu, Bruno. Je pense que si les données existaient, on s'embêterait pas à travailler avec toutes les données, les points lumineux, et essayer de les réintégrer. Donc malheureusement, non. Ça n'existe pas, en tout cas pas à l'échelle de ce qu'on a depuis des années, etc. Certains autres satellites, qui sont des satellites à haute résolution, qui font des images sur demande spécifiques, mais du coup payants, font des images à d'autres périodes. D'où l'intérêt aussi de faire nous-mêmes nos propres images. Je pense à l'avion, dans le cas des projets qu'on mène actuellement dans les Vosges ou à Brest avec Saïg. On va faire deux passages dans la nuit ou trois même, je sais plus. C'est-à-dire que là, on peut maîtriser un peu l'horaire. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire une image avant 23 heures, par exemple, et repasser après 23 heures. L'idée étant vraiment de beaucoup mieux caractériser la baisse de puissance aussi. Mais non, pour l'instant, justement, c'est pour ça qu'on a mis en place tout ce travail de recherche et de développement de différents outils de maîtrise de base de données pour pouvoir compléter les lacunes du satellite parce qu'on ne pense pas qu'elles vont être complétées de sitôt avec les satellites. Et Merci. Silver, pardon Bruno, tu voulais dire un truc? Non, non, mais je remercie pour la réponse. Ok, ça marche. Silver, tu voulais prendre la parole? Je sais pas si on a peut-être répondu à ta question. Oui, merci Guillaume. Par rapport au format des données, du coup, j'ai compris qu'il fallait idéalement passer les données au format FDR. Non, Non, pas non. forcément. Là-dessus, c'est soit vous voulez le faire et pour vous faire la main et on vous le proposera. Enfin, on D'accord. vous laissera le faire. Soit, sinon, Dark Skylab se Ouais, ça chargera de le faire. Ok, parfait. Merci. Hop. Question chat, est-il possible de regrouper les données avec des mesures d'éclairement en luminance? Oui. Alors le problème, c'est alors on essaye de faire ça, mais on a vite fait de comparer des choux et des carottes. C'est-à-dire que les données d'éclairement, déjà, c'est pas du tout la même mesure physique. Parce qu'en gros, quand on regarde de l'espace, on voit du haut vers le bas ce qui se passe. Donc, soit on voit les points lumineux directement, ce qui émettent du flux vers le haut, soit on voit la tache lumineuse réfléchie au sol finalement. Donc, c'est plutôt une notion de luminance.
comme vous l'avez noté. Donc l'éclairement, ben, malheureusement, ça fonctionnera pas directement. Et comme vous le savez aussi probablement, on fait surtout des mesures d'éclairement. C'est-à-dire c'est très rare de faire des mesures de luminance comme ça au niveau du sol. Donc on pourrait le faire. Alors on commence à le faire aussi. Là, on est quand même en mode R&D aussi. On est en train de le faire sur Albi. Albi, où on a fait des images satellites à haute résolution avec en même temps des mesures alors d'éclairement pour le coup au sol, mais en faisant des hypothèses sur l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réflexion du sol, on arrive à peu près à calibrer ça. Donc c'est en cours de développement en fait. On a les mêmes idées évidemment, mais on a envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de pouvoir dire bon ben voilà, à partir de telle image satellite, on peut dire le niveau d'éclairement au sol. Alors ça c'est vrai qu'avec les données à beaucoup plus haute résolution, hein, puisque pour faire ça, il faut pouvoir être sensible à l'échelle d'une rue, ce qui n'est pas le cas, je vous rappelle, avec la donnée satellite actuelle, pour laquelle on a 500 mètres dans un pixel. Donc là, ça n'a aucune raison d'être. Par contre, avec les images à haute résolution, comme on fera par exemple à Brest, on peut espérer à terme faire une image par avion, une image par satellite à haute résolution, et en disant, bah, tiens, dans telle rue, on considère que ça correspond à tel niveau d'éclairement en prenant l'hypothèse du pouvoir de réflexion de la surface, puisque c'est plutôt des luminances. Ensuite, c'est des gens qui Ça doivent marche. partir, donc Je merci. pense ça, ouais, c'est bon. On va peut-être passer à Madame Nicole qui a levé la main. Est-ce que vous C'est bien, ouais. pouvez prendre la parole, Madame Nicole? Oui, bonjour. Maud Nicole, je travaille pour la ville de Rueil et du coup j'ai une question. Rueil-Malmaison, c'est une ville de petite couronne. J'avais une question sur la qualité du coup, enfin si les, les, les documents fournis nous permettront, vu qu'on est dans une zone quand même très intense de pollution lumineuse, nous on fait pas mal d'efforts, mais si on arriverait quand même à avoir une analyse et à voir les zones sur lesquelles il faut qu'on travaille ou les villes ou les zones privées avec desquelles il faut qu'on se rapproche, ou si Alors, c'était pas possible. c'est une question évidemment très pertinente. Vous êtes prise finalement dans un halo lumineux qui vous dépasse, comme beaucoup de communes de la région parisienne. Euh, alors, c'est sûr que si on regarde uniquement la donnée satellite à faible résolution, même sur plusieurs années, en gros, vous aurez un truc tout rouge au milieu d'un truc tout rouge. Donc ça va pas être ça qui va nous permettre de conclure beaucoup. Par contre, si vous avez des données précises, des points lumineux, etc., bon ben on pourra quand même faire tout le travail qui concerne l'analyse des points lumineux. Après, en toute honnêteté, sur des territoires comme le vôtre, c'est là où il y a quand même une pertinence à essayer de chercher de la donnée à plus haute résolution. Donc ça amène, Guillaume, peut-être quelques questionnements un peu spécifiques par rapport à ce genre de collectivités qui sont. On a d'autres cas, on travaille avec la ville de Mulhouse, par exemple, en ce moment, c'est tout petit, au milieu aussi de tout un contexte assez industrialisé, etc. Donc on pourra peut-être voir au cas par cas aussi apporter des réponses un peu plus spécifiques, Guillaume, et je pense en particulier à Madame Nicole, parce que j'imagine que vous faites partie de la métropole du Grand Paris. Oui, Oui, et donc on a collecté des images satellites à haute résolution sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Et oui, peut-être que ça pourrait être une manière aussi de proposer quelque chose d'un peu spécifique. Mais ça, il faut que j'en parle avec Guillaume et la FNCCR d'accord. pour que vous trouviez aussi votre compte à ce projet. Alors Mais les infos, je pense, enfin, je sais que je connaissais pas la qualité. Après, le maire de Rueil est le président de la métropole du Grand Paris, ah ben donc ça il devrait aider pourra un peu trouver des alors. solutions. En gros, en deux mots, mais il faudra que je revoie en détail. Mais soit parce que alors je vais pas dire de bêtises parce que c'est assez compliqué en termes de propriété intellectuelle, de données, etc. Mais a priori, la métropole du Grand Paris dispose de l'image qui a dû être livrée, donc on doit pouvoir directement travailler dessus. Sinon, on peut commercialiser entre guillemets des images d'archives pour des projets un peu plus spécifiques, mais bon. On devrait pouvoir s'en tirer, je pense, en grattant un peu d'informations plus précises avec la métropole du Grand Paris. Donc, typiquement, pour faire les contributions publiques-privées, ça pourra le faire. D'accord, merci. Peut-être ce sera un cas un peu dérogatoire des communes comme ça et qui sont vraiment prises dans un lumineux plus important. Il faudra qu'on en reparle, Guillaume. Très bien. Merci. Merci, Madame Nicole. Et Madame Msia? Oui, bonjour. Alors, c'est 4G Cyr, Grand Paris, Seine-Ouest. Donc, j'aurais une petite question par rapport à la mise à jour des cartographies, la fréquence.
Parce que là, on monte un marché global performance énergétique. Et au démarrage au marché, on demande aux titulaires de faire un audit contradictoire pour consolider les données patrimoniales. Donc, ça veut dire à la fin de cet audit, on aura une cartographie de ce qui existe sur nos territoires. Donc, ça serait intéressant d'avoir cette cartographie. Et est-ce qu'on peut vous demander chaque année, après travaux, de nous mettre à jour la cartographie? Alors, Alors, je vais répondre à ça pardon. si tu veux bien, Sébastien. Oui, vas-y, vas-y. Pour le coup, là, on est sur du, entre guillemets, sur du one shot pour l'accompagnement là via l'UMACT. D'accord. Clairement, pourquoi? Parce qu'il y a aussi, vous savez que via l'UMACT, on vous a dit que on vous accompagnait sur les dépenses de 2022 jusqu'à fin 2023. Bon, d'ailleurs, il y aura peut-être des bonnes nouvelles à venir, mais pour le moment, j'en dis pas plus. Mais du coup, aujourd'hui, ça va être sur un one shot et ça va être vos données à l'instant T. On n'exclut pas potentiellement de pouvoir refaire ce projet-là au fur et à mesure, effectivement. Et ce qu'on pourra vous inviter à faire, donc là, on n'est pas, vous avez entendu parler tout à l'heure, on a parlé de France Data Réseau. Ce qu'on pourra vous inviter à faire, c'est à participer au projet France Data Réseau, qui devrait se débloquer aussi d'ici quelques semaines. Donc tout aujourd'hui via l'UMACT, ça serait un one shot sur vos données à l'instant T, mais avec une perspective, pourquoi pas, d'avancer au fur et à mesure D'accord. et Merci. que ça soit Alors, renouvelé. si je peux me permettre un petit complément, je suis désolé, Vas-y. c'est plus l'UMAC, mais après, c'est le genre de choses qu'on fait assez régulièrement pour des projets MPGP, pour des grandes villes. Hein. On le fait pour Paris, par exemple, avec un engagement sur 10 ans. Donc, une fois qu'on a déjà fait un premier travail ensemble, faire une mise à jour après, alors qu'il n'est pas prévu, hein, comme l'a précisé Guillaume dans ce projet-là, puisque il y a un délai, quoi. Mais à partir de là, si vous souhaitez continuer, soit il y aura d'autres accompagnements FNCCR ou quoi. Mais même si c'est pas le cas, je veux dire en direct, c'est quelque chose qui sera assez facile à faire, sous-entendu qui revient pas cher, quoi. Hein. C'est-à-dire que même si c'est une petite prestation complémentaire année après année, euh, on aura déjà fait le maximum, donc ce sera un peu, voilà, juste refaire tourner le modèle. Donc ça peut être fait très facilement pour pas très cher, et ça fait partie des choses qu'on prévoit de développer aussi sur une interface interactive automatique, c'est-à-dire vous pourriez avoir une espèce de petit abonnement qui vous permettrait juste de mettre à jour vous-même la base de données et de mettre à jour les indicateurs au fil de l'eau, quoi. Donc on en reparlera si besoin, soit via FNCCR Guillaume, soit avec nous directement si jamais, mais ce sera facilité puisque c'est un peu l'objectif de tous ces indicateurs de suivi, c'est de pouvoir les suivre facilement sur le long terme à une échelle nationale, quoi. Ok. Surtout que on met en place aussi un schéma de cohérence d'aménagement lumière. Donc, je trouve intéressant que ce Bien sûr, travail soit fait. Bon, on verra, bien on sûr, verra après. Merci. avec plaisir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. On a dépassé l'heure. On avait dit 11 heures. Bon, ça va. On n'a pas été trop mauvais. Il est 11h10. Merci à toutes et à tous. On va s'arrêter là. Vous allez recevoir d'ici peu, bah, forcément, le petit mail qui va bien pour vous dire si vous êtes intéressé et sur quelle prestation. On va mettre aussi très rapidement en ligne tous les éléments, donc que ce soit la présentation et que ça soit la vidéo. Et puis, ben, je reviendrai vers vous dès que vous aurez rempli le petit document que je vais vous envoyer. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Sébastien. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.